politique, et en particulier évidemment, alors là aussi je vais être assez direct, pardonnez-moi, mais je vais dire trois choses. Première chose, je suis convaincu pour ma part que l'Europe aurait tout intérêt dans la réforme qui se prépare pour l'après 2013, donc la période 2013-2020 et au-delà. Je pense que nous aurions tout intérêt à identifier un volet méditerranéen. On a connu dans les années 80-90 ce qu'on a appelé les fonds de préadhésion pour les pays d'Europe centrale et orientale. Alors, il ne s'agit pas de faire de ces fonds, de les calquer sur des dispositifs similaires pour la Méditerranée, mais je veux dire, c'est un peu le principe. Et le principe, il reposait en fait sur quelque chose d'assez simple. Alors, les choses évidemment étaient différentes puisqu'on était bien sur les programmes de préadhésion. Néanmoins, il reposait sur une double responsabilité. D'abord une responsabilité financière, au sens où l'Europe mettait 1 euro et les futurs États membres, donc Europe centrale et orientale, ce qu'on appelait les PECO, mettaient l'équivalent, ou un pourcentage de cet équivalent. Donc il y avait une co-responsabilité financière, et il y avait derrière une co-responsabilité sur les programmes. C'est-à-dire que ce n'était pas de l'argent qui était apporté par l'Europe comme ça de manière indolore ou non fléchée. Il y avait à la clé systématiquement des programmes avec des comités d'engagement, avec des évaluations et avec une co-participation de certains États membres, pas tous n'ont pas décidé d'y aller, mais certains, la France par exemple, a envoyé beaucoup de matière grise entre guillemets, en tout cas d'ingénieurs, de conseillers, non pas pour dire comment il fallait faire, mais pour accompagner les projets de développement propres à chacun des pays, parce que la Lituanie n'était pas l'égale de la Pologne, ou la Pologne n'était pas l'égale de la Hongrie en termes de besoins. Chacun ayant défini et négocié son programme, ensuite, la mise en œuvre pouvait faire l'objet d'accompagnement et financier et, d'apport humain, ou d'apport en tout cas de moyens humains. Deuxième point sur ce volet plus politique, alors là je vais au sud, et j'exprime plutôt un souhait, une recommandation, je ne me permettrai pas d'aller jusque-là, mais c'est vrai que quand on regarde, nous, le bassin sud de la Méditerranée, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas plus vite sur une sorte d'accord de libre-échange qui concernerait l'ensemble des pays du sud de la Méditerranée? Parce que le premier gain, nous semble-t-il, en termes, notamment sur le plan commercial, ou sur le plan économique, ou sur le plan social, c'est sans doute sur des échanges sud-sud. On regarde évidemment les rapports nord-sud et sud-nord. Je pense qu'il faut aussi qu'on regarde les rapports sud-sud. Et de ce point de vue-là, moi j'ai toujours été quand même un petit peu, interrogatif sur le fait que, on avait peut-être quelques difficultés entre pays, c'est vrai pour le Maghreb, mais pas seulement, d'aller sur des projets qui pourraient permettre d'abord de faciliter ces rapports sud-sud, et ensuite, justement, de développer de vraies coopérations, de vrais partenariats sur le rapport nord-sud. Et ça m'amène à vous dire, toujours sur ce volet politique, le troisième point que je voulais aborder devant vous, qui est l'idée, je pense, qui est partagée par peut-être un certain nombre d'entre vous, mais on en discute souvent avec les deux Jean-Louis d'ailleurs, c'est un peu la question qui nous renvoie à la fois à l'OMC d'un côté et aux grandes politiques, ou aux politiques de grandes régions à l'échelle, une grande région à l'échelle mondiale, sur lesquelles il nous apparaît que nous devrions porter notre réflexion. Et si on veut bien regarder à l'échelle du monde, prenons les deux Amériques, prenons l'Inde, prenons la Chine et l'Asie du Sud-Est, prenons le continent africain, et regardons ce qui reste quand on a retiré un peu tout ça. Il reste finalement une Europe, avec une Union européenne à 27, qui fera peut-être 30 demain, parce que je pense qu'on peut faire le pari ici que les Balkans, un jour ou l'autre, intégreront l'Union. Et puis il reste le bassin sud de la Méditerranée. Et le bassin sud de la Méditerranée, quand on veut bien le regarder d'un point de vue cohérence géographique, cohérence, alors je ne sais pas si je peux dire cohérence, mais en tout cas patrimoine, histoire, culture, gastronomie même, en tout cas habitude culinaire. Quand on veut bien regarder sur tous ces sujets-là, et si j'y ramène en plus la dimension démographique, c'est bon an mal an 1 milliard d'habitants, c'est-à-dire 1 milliard de consommateurs,
et 1 milliard de consommateurs où, même si je veux bien admettre avec vous qu'il y a des différentiels aujourd'hui de pouvoir d'achat, il n'empêche quand même qu'en termes de cohérence, ça n'est pas moins incohérent que l'Asie et ou le Japon et ses dragons, ou la Chine et quelques pays qui l'entourent. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'incohérence à penser ce schéma-là qu'il y a à penser d'autres schémas de grandes organisations régionales. Et pourquoi je fais le lien avec l'OMC? Parce que on a aujourd'hui un différent, alors je vais personnaliser les choses, mais en particulier avec Pascal Lamy, qui, lui, est dans une dimension où il considère qu'il faut d'abord abaisser l'ensemble des barrières tarifaires pour en gros les ramener à zéro, c'est-à-dire favoriser un libre-échange quelles que soient les conditions, alors que nous disons, on fait sans doute fausse route, et je pense qu'on fait fausse route, et je pense qu'en 2010, alors je ne vais peut-être pas prendre les paris parce que je vais peut-être perdre gros, mais moi je fais le pari quand même qu'en 2010, Doha est mort. Et que Doha étant mort, ça nous autorise peut-être à ramener ce type de discussion dans le sujet OMC, ou à travers le sujet OMC. Pourquoi? Parce que les cohérences, me semble-t-il, là pour le coup existent. Alors, il ne s'agit pas de remettre des barrières autour d'un sous-ensemble mondial qui pourrait être Europe plus bassin sud de la Méditerranée. Il s'agit de se dire, est-ce qu'on peut favoriser de vrais échanges au sens gagnant-gagnant, droits et devoirs aussi, disons-le, mais gagnant-gagnant, au sens aussi où nos intérêts sont des intérêts combinés ou combinatoires entre des sujets qui sont intrinsèquement agricoles et alimentaires, mais qui sont aussi intersectoriels. Il est évident, me semble-t-il, que quand on déroule un peu tout ça, il n'y aurait rien d'idiot, il n'y aurait rien de stupide à penser qu'on a des avantages compétitifs ou comparatifs sur tel ou tel secteur, dans telle ou telle sous-région, et du coup, on en fait profiter en quelque sorte, en tout cas, on privilégie les échanges avec la grande région dans laquelle on se retrouve ou à laquelle on appartient. À l'inverse, on a aussi des avantages, ou c'est pas des avantages pour le coup, plutôt des handicaps structurels sur certains sujets, et du coup, ça permet aussi ce type d'échange plus équilibré. Moi, je ne crois pas à des politiques, alors je vais peut-être vous surprendre en disant ça, mais notre intérêt à nous, et en particulier les Français, c'est de se dire, le marché méditerranéen, c'est super, parce que dans 10-20 ans, de toute façon, les consommateurs sont là, nos bateaux de blé vont partir là-bas, c'est super. Non, je ne crois pas vraiment à ça. Je ne crois pas à ça pour deux raisons. Un, c'est que s'il n'y a pas la réciprocité dans les échanges, ça ne marchera pas. Et deux, si on ne partage pas un minimum d'enjeux, d'objectifs communs, je pense que ça ne marchera pas non plus. Donc, on est à la fois sur de politique, on est sur l'économique, on est aussi sur le champ social, et je crois qu'il faut oser l'aborder. Vous savez, on a un débat aujourd'hui sur l'identité nationale en France, qui est un débat un peu tordu, mais qui finalement est peut-être en train de faire prendre conscience aux Français que la mixité, que les valeurs finalement de la France ne sont pas des valeurs d'isolement ou des valeurs, ou bien au contraire, ce sont des valeurs d'ouverture, et que de ce point de vue-là, on a intérêt, sans nier notre passé, évidemment, mais on a intérêt à s'ouvrir sur toutes ces questions-là, et à certains moments, la dimension économique et sociale peut nous y aider, me semble-t-il en tout cas. Donc voilà.